Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise, bien entendu, et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle des cantines. Les salariés sont très contents de retrouver leur cantine, en tout cas de retrouver leurs collègues pour échanger à la pause repas. Et on va en parler parce que c'est des cantines qui sont un peu relookées. On en parlera avec le cofondateur de Foodle. Il propose un service de qualité, justement, peut-être pour changer l'image de ces cantines et de ce qu'il y a aussi dans l'assiette, parce qu'on parlera évidemment de restauration. Smart et Réglo, le droit à la déconnexion, c'est un droit évidemment aux frontières de plus en plus floues. On en parlera avec un avocat, parce qu'évidemment en télétravail, on peut travailler très tard. Alors c'est très compliqué. À quel moment on doit se déconnecter? À quel moment on n'envoie plus un mail? On fera le point avec lui dans quelques instants. Fanny Griesmer, la pause café, tiens, ça fait écho à notre première rubrique avec Foodle. On va partir dans l'espace avec Fanny Griesmer. Oui, pourquoi pas. Il y a de plus en plus d'hommes qui partent, mais peu de femmes sont éligibles à cet espace en apesanteur. On en parlera avec elle dans quelques instants. Et puis le cercle RH focus sur un métier particulier, footballeur professionnel. Il signe des contrats de travail. Qu'est-ce que c'est un contrat de travail d'un joueur professionnel? Comment ça marche exactement? Quelles sont les clauses? Quelles sont les règles qui sont imposées à ces joueurs pros et aux clubs évidemment qui sont leurs employeurs? On en parlera avec le patron d'un club professionnel de football et un avocat. Ils nous éclaireront sur ce sujet. Et puis fenêtre sur l'emploi, on en parlera à la fin de notre émission, c'est l'alternance qui a cartonné. C'est un tremplin vers l'emploi, l'alternance. Oui, lorsqu'on a fait une alternance derrière, on décroche un job. On en parlera avec le patron de Wizby, qui est un habitué de notre émission. Voilà le programme. Tout de suite, bien dans son job, à la direction la cantine. Bien dans son job, bien dans sa cantine, bien dans son repas, dans sa pause déj et peut-être même dans sa petite pause de petit déjeuner grignotage. Ça, c'est important dans l'entreprise. On en parle avec Mickaël Ormancet. Bonjour Mickaël, cofondateur de Foodles. On dit Foodles, on prononce le S. Foodles. Exactement. On va revenir sur l'étude que vous avez faite, évidemment, avec YouGov. Il me semble que c'est avec YouGov que vous l'avez faite sur le rapport des Français à leur cantine. Les cantines ont réouvert, Mickaël. Oui. Les salariés donc poussent leur petit plateau, prennent leur fourchette, leur morceau de pain et vont dans leur self. Vous dites... Tout ça est en train de se transformer, de se bouleverser. On a une transformation. Une chose est sûre, c'est que dans l'étude, les Français sont plutôt contents de retrouver leur cantine. C'est la cantine dont ils sont heureux de retrouver ou leurs collègues? C'est les deux. Ils sont contents, je pense, de retrouver le lien social qu'ils avaient avec leurs collègues. Et ce qui favorise les liens sociaux en entreprise, c'est bien évidemment le café qu'on va prendre le matin et le repas qu'on partage. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les raisons de l'étude, c'est que nous, chez Foodles, on a eu peur en fait. On a eu peur que les salariés ne reviennent pas au bureau. On s'est posé la question, est-ce que le bureau est mort? Est-ce que la restauration d'entreprise est morte? Et donc on a été très inquiets pour notre business. Et c'est la raison pour laquelle on a fait cette étude. Évidemment, activité en arrêt pour les grands groupes de restauration et pour Foodles aussi. Ça repart. Quand vous avez une entreprise prospect, que vous vous asseyez avec elle pour lui présenter votre service, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous lui proposez exactement? On lui propose un service de restauration clé en main qui permet de restaurer ses collaborateurs sur son lieu de travail avec des produits frais, de qualité et surtout avec une diversité alimentaire qui permet de plaire à chacun de ses collaborateurs et qui permet aussi de répondre à ses besoins de restauration du quotidien. Alors j'ai vu qu'il y avait des concepts où on pouvait, avec une carte d'entreprise, dans des sortes de vitrines réfrigérées, choisir ses plats. C'est une des propositions que vous faites? C'est une des propositions, c'est même plus simple que ça. On prend son smartphone, on s'identifie sur nos frigos, ça déverrouille la porte, vous récupérez par exemple votre entrée, votre plat, et quand vous refermez, c'est le frigo qui comprend qui vous êtes, ce que vous avez pris, et vous facture en conséquence. Ça, c'est une partie de notre offre. Et ensuite, les collaborateurs, s'ils le souhaitent, peuvent aussi précommander un plat du jour qui leur seront livrés directement sur leur lieu de travail. Et ensuite, on a des offres complémentaires avec des comptoirs qui vont proposer du bar à salade, du service à l'assiette de plat chaud. Enfin, voilà. L'idée, c'est qu'on essaye vraiment de nous adapter aux besoins de nos clients avec une solution plus flexible et plus light, surtout en coût. Il y a moins d'investissement, il y a moins de charges dans l'exploitation de ces restaurants, ce qui nous permet en fait de répondre aussi à des TPE et PME qui n'avaient pas les moyens en fait d'avoir recours à des services de restauration plus traditionnels
avec les collaborateurs qui font la cuisine au sein même de l'entreprise. Michael, souplesse, flexibilité, avec des services de restauration qui ne sont plus des cantines intégrées avec des espaces de cuisine, parce que c'est, parlons un peu concret, mais en fait c'est une livraison avec, j'imagine, une cuisine centrale et qui vient livrer Exactement. et approvisionner les frigos, les espaces pour pouvoir se nourrir. Ce qui est très intéressant dans votre concept, et d'ailleurs qui colle d'ailleurs à l'aspiration des salariés, c'est qu'en fait ils voudraient être là aussi un peu dans la flexibilité, un peu comme pendant le télétravail. Si on veut manger à 14h, on mange à 14h. Alors souvent les selfs, à 14h30 ils ferment, voire 14h. C'est ça l'idée, c'est que c'est une sorte d'offre globale du matin jusqu'au soir en fait. Exactement. Et c'est ça la restauration d'entreprise de demain. C'est une offre plus flexible. C'est un espace de vie qui vit du matin au soir. C'est pas le self avec des horaires d'ouverture assez contraignantes qui est ouvert de 12h30 à 14h. Chez Foodle, vous allez pouvoir prendre votre café le matin, échanger avec vos collègues, bien évidemment récupérer votre repas à l'heure du déjeuner, mais bien évidemment, si vous sortez tard de réunion, vous pourrez aussi déjeuner à 15h, à 16h et partager aussi le temps du goûter. Et c'est avant tout, en fait, ça, la principale attente des collaborateurs, c'est de retrouver le lien social qu'ils ont perdu pendant les périodes de confinement. Il y a 49% dans le sondage YouGov qui attendent un espace plus agréable. Et là, ça m'amène au développement possible de votre structure, parce qu'il y a des très grands groupes de restauration gigantesques qui ont une sorte de monopole partagé. Vous êtes en train de leur mordre un peu les mollets. Et dans l'offre que vous faites, vous dites aussi à vos futurs clients, il faut aussi repenser les espaces, créer des espaces plus conviviaux, pas ce grand self où vous êtes à 400 avec un bruit incroyable. C'est ça aussi l'offre que vous faites chez Foodle ? On essaye de leur prendre des parts de marché. C'est sûr qu'avec la généralisation du télétravail, les taux de captation des cantines vont baisser. Il y aura un nombre de repas qui va faire moins 20, moins 30, moins 40% par moment. Et certains restaurants seront plus rentables. Et généralement, Foodles apporte la solution pour l'entreprise, pour permettre à leurs collaborateurs d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans le fait de prendre leur repas sur leur lieu de travail. Alors, il y a un élément intéressant, j'aimerais qu'on le pointe du doigt un tout petit peu, parce que depuis des semaines et des semaines, on parle sur ce plateau du télétravail, de ses enjeux, de ses conséquences, du droit à la déconnexion. On va en parler dans quelques instants d'ailleurs avec un avocat, mais le télétravail, il impacte aussi les salariés dans leur manière de se nourrir. Est-ce que vous dites aussi à votre prospect ou à votre client, on est en mesure d'aller servir le salarié sur son lieu de travail? Parce que le sondage, là, l'étude, elle est un peu contrastée, parce que les salariés disent non, moi j'ai pas besoin de mon entreprise pour me nourrir, j'y vais quand je veux, où je veux. Une forme de liberté aussi dans le télétravail. C'est vrai que ça nous a surpris dans l'étude, c'est que 67% des collaborateurs estiment que c'est pas du ressort de l'employeur de fournir un service de restauration à domicile, même si bien évidemment chez Foodles, on veut offrir, si vous voulez, le maximum de flexibilité. Donc le collaborateur pourra récupérer son repas Foodles sur son lieu de travail, mais aura également la possibilité de le précommander et de se le faire livrer à domicile. Donc ça veut dire qu'en ce moment, il y a des grandes entreprises, des entreprises moyennes, des ETI, voire même des PME, qui sont en train de repenser leur modèle de restauration, au-delà du caractère attractif pour les salariés, l'expérience collaborateur, après tout ça en fait partie, c'est aussi un gain, ils peuvent économiser sur cette question-là? Ils peuvent économiser, bien évidemment. L'avantage de Foodle, c'est qu'on va vraiment adapter notre service aux besoins des entreprises. Donc on va vraiment faire une offre sur mesure qui correspond vraiment à ses besoins. Est-ce que l'entreprise souhaite avoir des espaces détente? Est-ce qu'elle souhaite que Foodles participe à la réflexion du nouvel espace de détente? Est-ce qu'elle souhaite que Foodles participe aussi dans la mise en place de services de boissons chaudes, de machines à café? Enfin, voilà, on va vraiment écouter les besoins de nos clients et essayons d'y répondre Avant de nous quitter, cuisine centrale, des salariés, combien de collaborateurs? Parce qu'on parle d'emploi aussi, vous avez connu un trou d'air comme toutes les entreprises de restauration, collectives ou les restaurations évidemment, les restaurants traditionnels. La prospective, l'année 2022, là, comment vous la sentez? Ce qui est quand même très important dans nos business, c'est que nos restaurants n'ont pas fermé pendant les périodes de confinement. Ah oui. On a été capable, même s'il n'y avait que 10 repas là où avant il y en avait 100, de servir ces repas. Et ça, c'était hyper important. Et ensuite, l'année aujourd'hui 2021-2022, ça repart très bien. On compte aujourd'hui plus de 100 salariés chez Foodles, donc on est très content. Et on espère doubler, en tout cas, notre nombre de clients
et le nombre de repas servis aussi chaque jour. Donc évidemment une accélération des rencontres prospects commerciales pour convaincre de l'intérêt de cette nouvelle formule. Exactement. Plus besoin de cuisine, de cuisinier intégré, puisque vous prenez en charge, la chaîne, la chaîne technique de production. Je rappelle que Michael Ormancet, vous l'avez fondé avec Clément Bonhomme, je ne voudrais pas qu'on l'oublie, c'est votre Exactement, c'est cofondateur. mon associé. Et voilà, et puis je voulais vous souhaiter un bel anniversaire, parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Michael Ormancet. Merci beaucoup. Qui a plutôt le sourire, parce que l'activité reprend chez Foodle. Content. Donc longue vie à Foodle, à vos salariés, à toutes vos équipes, et puis à tous les salariés qui consomment vos produits dans les entreprises. Ils sont plus de 20 000. On les remercie aussi parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que on a le sourire et que en tout cas les perspectives devant nous sont belles et on s'en réjouit. Avec des plats évidemment, notamment dans ces armoires réfrigérées, c'est plutôt assez convivial et on a juste à se servir. Merci, il ne faut pas se tromper de plat par contre, ça peut agacer les collaborateurs quand on prend le bœuf bourguignon. En général c'est écrit dessus. Merci Michael d'être venu nous rendre visite. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir. Tout de suite Smart et Réglo. Tiens, ça concerne peut-être Michael Ormancet sur le télétravail, parce qu'il a forcément télétravaillé. C'est quoi le droit à la déconnexion? Comment ça marche exactement ce droit à la déconnexion? On en parle tout de suite avec un avocat, un spécialiste, c'est Smart et Réglo. Smart et Réglo, le droit, rien que le droit dans un sujet. Alors, on parle d'un sujet aujourd'hui qui est vraiment dans l'actualité, qui est le droit à la déconnexion. Il existait bien avant la crise Covid, mais évidemment, le télétravail a peut-être modifié des choses. Djilali Mazzouz, merci de revenir sur notre plateau. Avocat en droit social au cabinet McDermott, Will & Emery. Donc, c'est quand même pas simple comme acronyme, mais c'est joli. On parle du droit à la déconnexion. D'abord, concrètement, avant de rentrer dans les détails du télétravail, qu'est-ce que dit le texte, la loi, sur ce droit à la déconnexion? Parce que c'est une loi récente. Oui, c'est la fameuse loi El Khomri du 8 août 2016 qui a été intégrée à compter du 1er janvier 2017 dans notre Code du travail. Ça ne dit pas grand-chose. Ça nous dit que l'employeur et les partenaires sociaux se doivent de mettre en place tous les dispositifs nécessaires permettant d'assurer un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et la vie familiale, personnelle et familiale. D'accord, donc avec ça, globalement, c'est assez flou pour ce qui est de la jurisprudence et des cas concrets. Concrètement, le télétravail est venu un peu chambouler cette question du droit à la déconnexion. Un salarié dit, moi, pour des raisons d'organisation, mes enfants sont couchés, je vais travailler à partir de 21h jusqu'à 23h. Simplement, le retour de mail, ça sera un blocage en disant... ce mail ne sera lu qu'à partir de 9h du matin. Comment ça marche? Comment le télétravail a modifié ou pas d'ailleurs cette question du droit à la déconnexion? Le télétravail, c'est la situation la plus difficile à gérer en termes de déconnexion. Pourquoi? Parce que le principe de déconnexion, c'est de prévenir l'intrusion de la vie professionnelle dans le foyer. Or, le télétravail, c'est l'invitation de la vie professionnelle dans le foyer. Donc cette situation est difficile à gérer. Se déconnecter alors qu'on est chez soi et qu'on est chez soi pour travailler, c'est vraiment problématique. Donc il s'agit de s'organiser. C'est un cadre qui doit être défini précisément et notamment les plages de communication entre le collaborateur en télétravail et l'entreprise doivent être définies, sinon on aboutit à des situations de tension. Mais Djilali, il y a juste un petit souci, c'est que l'employeur ne va pas dire à un salarié qui bosse comme un dingue, il faut impérativement que tu te déconnectes. Enfin, il y a le problème de la surconnexion. Qui est capable de débrancher la prise? Parce que l'employeur dit après tout, il avait un contrat, il devait répondre très rapidement à un appel d'offres. Enfin, il y a plein de raisons qui justifient le fait qu'on travaille tard. L'employeur est obligé là? Il y a des règles qui définissent ça? Il y a une obligation qui est présentée habituellement comme essentiellement celle de l'employeur. La réalité, à mon sens, c'est que l'obligation, elle pèse à la fois sur l'employeur et sur le salarié. Ah oui. Le salarié a un droit à la déconnexion, mais il a surtout, et on l'oublie, un devoir à la déconnexion. Le Code du travail invite le salarié à participer lui-même à la préservation de sa santé physique et morale. Il y a un article spécifique dans le Code du travail. Et donc, à mon sens, à ce titre-là, les acteurs de la déconnexion ne sont pas seulement l'employeur qui est là et qui dit stop, 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 c'est aussi le salarié lui-même. Donc, il doit se réglementer, je dirais, se canaliser. Débat des vacances, tiens, parce qu'on va partir pour beaucoup en vacances en août. Comment ça se passe? Parce qu'on a tellement vu de cadres, on les voit à la plage, à la montagne, qui en permanence le nez sur leur téléphone, ils sont connectés, ils continuent à bosser, ils continuent à suivre un peu ce qui se passe. Alors il y a cadre et cadre. Le cadre dirigeant, lui, le droit à la déconnexion, il n'y a pas droit. Celui-là, il a le droit d'être connecté jour et nuit. Il a le droit d'être connecté jour et nuit et il a même en plus de ça l'obligation de veiller à ce que les autres se déconnectent.
on le met comme pivot de la plateforme de déconnexion. C'est lui le patron, c'est lui qui est en mesure d'organiser, de rythmer le temps de travail des uns et des autres. Mais pour le reste, pour les autres cadres, les cadres classiques, cela, c'est un vrai problème. Lorsqu'ils sont en vacances, le principe de la déconnexion, c'est qu'ils sont censés ne pas lire leurs emails, ne pas y répondre, ne pas travailler. S'ils le font, se posera la question des conséquences en termes psychosociaux de cette surconnexion, et si un incident survient, un burn-out, une crise cardiaque, un AVC, alors qu'on est sur la plage, une limonade à la main et son iPhone de l'autre en train de répondre à un appel d'offres. Il peut être considéré comme un drame professionnel. Ça pourra, en tout cas, la question pourra se poser. D'accord, ça veut dire qu'il peut avoir été victime d'un choc psychologique lié à un mail ou un mail mal... Et donc, il y a une procédure qui pourrait s'engager contre l'employeur. Absolument. Et on examinera à ce moment-là, c'est un problème de preuve, un effort probatoire qui devrait être fourni par le salarié et son avocat, mais on examinera à ce moment-là si c'était une fois par an ou bien si c'était récurrent et si dans cette journée, il n'avait pas reçu une vingtaine d'emails de ses dirigeants qui l'ont mis dans cette situation de tension. Alors là, je bascule de l'autre côté manager, puisque on comprend bien que le dirigeant de l'entreprise, c'est lui qui est le pivot, vous le disiez, et c'est lui qui va gérer tout cela. Puis il y a les managers qui, pour des raisons de rythme, d'obligation et de business, vont envoyer des mails. Le salarié est en mesure de lui répondre par mail. Je ne répondrai pas à ce mail. Est-ce que ça peut avoir des incidences, je dirais, sur son évolution de carrière, sur l'entretien annuel, sur le manager qui dit « tu n'es jamais disponible quand je t'envoie des mails ». Ça existe, ça arrive, ça. Bien sûr, ça arrive et la loi est très claire là-dessus, la jurisprudence est très claire là-dessus. Le salarié ne peut pas être sanctionné, sa carrière ne peut pas être entravée parce qu'il a fait respecter son droit à la déconnexion. Lorsque le salarié est harcelé, si on est dans une situation de répétition d'emails à des heures indues durant ses congés, durant un arrêt de travail, on le voit également, la situation pour l'employeur peut être risquée. Donc ça veut dire que le salarié peut se retourner contre l'employeur, usant de l'argument de « on m'a reproché de ne pas être disponible alors que j'étais en dehors des horaires de connexion et je ne monte pas en grade ». Donc elle peut aussi... Il y a des affaires aujourd'hui, je dirais, en termes de jurisprudence, sur lesquelles les avocats travaillent, examinent ces affaires. Ça va jusqu'au tribunal, la question de la déconnexion, ou c'est plutôt du débat au sein de l'entreprise? Alors la question de la déconnexion n'intervient, dans mon expertise, dans mon expérience en tout cas, elle intervient surtout pour maximiser les demandes de dommages et intérêts. On convertit ça en heures supplémentaires. C'est plutôt sous cet angle-là que les avocats de salariés et les salariés le présentent. J'ai envoyé mon premier email à 6h du matin, le dernier à 23h50, et donc ma plage horaire est telle que j'ai droit, au-delà de mon forfait jour, dont je demande d'ailleurs l'annulation parce que le suivi de mon travail n'est pas fait correctement. Et donc je demande des heures supplémentaires, je demande 6 mois de dommages et intérêts pour travail dissimulé. C'est un élément supplémentaire pour venir gonfler, d'ailleurs légalement ou parfois un peu illégalement. Donc en fait, il faut réussir à prouver que l'on a bien travaillé en dehors des heures fixées par le contrat de travail. Absolument. Compte tenu que parfois les cadres, évidemment, sont en forfait et qu'il n'y a pas d'horaire réel. Exactement. À la demande de l'employeur. Parce que si je réponds à 2h du matin à un email que j'ai reçu à 13h pour dire simplement OK, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche moins. D'accord. Là, c'est un peu dilatoire. Absolument. Merci Gilles Ali-Mazouz de nous avoir éclairé sur cette question du droit à la connexion. Les vacances commencent. Rangez votre téléphone dans le sac et buvez votre limonade en ne regardant pas votre téléphone. Absolument. Mais c'est vrai que c'est facile à dire, pas si facile à faire. Très difficile. On est tous victimes de cela. On regarde tous nos téléphones en jetant un œil discret à la vie du cabinet, à la vie de la chaîne de télé, à l'environnement. Voilà. Conscience professionnelle parfois. Et voilà, c'est un sujet quand même un peu complexe, je dirais d'éthique personnelle aussi, d'éthique par rapport à son téléphone portable. Merci d'être venu, bonnes vacances, parce que je pense qu'on ne se reverra pas. À la rentrée, j'espère. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer assez régulièrement sur notre plateau. Smart et Réglo, c'est terminé, mais on passe à la pause café, évidemment. On part dans l'espace. Comment ça, une pause café dans l'espace? Oui, Fanny Griesmer nous emmène dans l'espace. Pourquoi pas? C'est la pause café. Fanny Griesmer,
Comment ça va? Bonjour, très bien et vous? J'avais envie de vous faire l'émission un peu comme ça à la Thomas Pesquet, vous savez, un peu dans l'espace. Je suis en apesanteur. On aurait pu vider le studio de son air et rentrer en apesanteur. Vous êtes prêt à vous glisser dans un scaphandre? Moi, je suis prêt à me glisser dans un scaphandre parce que je ne suis pas du tout claustrophobe. Moi non plus. Donc, une expérience dans l'espace. Vous avez choisi d'en parler parce que, à travers cette porte, c'est le débat de l'égalité homme-femme que vous soulevez. Hein. Et puis aussi l'Agence spatiale européenne qui vient de clore sa première phase de recrutement. C'était l'envoi de candidatures jusqu'à la fin du mois de mai. Alors, pour cette nouvelle campagne de recrutement, l'Agence spatiale européenne, effectivement, cherchait à attirer de nouveaux profils plus diversifiés et donc plus de femmes. Alors, un pari gagné, on peut le dire d'ores et déjà, puisque l'agence a reçu plus de 22 000 candidatures, un record, mais record aussi en ce qui concerne les candidatures féminines, puisqu'elles sont 5 400 à prétendre goûter aux joies de l'apesanteur. Alors c'est vrai que depuis le début de la conquête spatiale, il faut dire que la parité n'a guère brillé au milieu des étoiles et que les femmes peinent encore à briser le plafond de verre de l'espace. Ça avait pas mal commencé l'histoire des femmes dans l'espace. En 1963, il y a quelques 2 ans tout juste après le premier vol spatial de Yuri Gagarin, la cosmonaute russe Valentina Tereshkova, j'essaye avec l'accent, je ne sais pas si ça fonctionne. C'est bien. Elle devient en tout cas à seulement 26 ans la première femme à quitter l'atmosphère. Elle reste à ce jour la seule femme à avoir effectué un voyage en solitaire dans l'espace. Et c'est aussi la plus jeune cosmonaute. Il faudra attendre plus de 20 ans pour voir une femme rejoindre à nouveau les étoiles. Svetlana Savitskaya, elle aussi soviétique. Dans un contexte de guerre froide, l'URSS fait alors le buzz. En 83, une américaine, Sally Ride, qui emboîte le pas. Cocorico en 96, enfin, Claudie Aigneret réalise son premier vol sur orbite à bord de la station spatiale russe Mir. Elle a 39 ans et elle devient alors la première française et la première européenne à quitter la Terre et aller dans l'espace. Depuis, aucune femme française n'est devenue astronaute. Donc c'est quand même globalement un peu une histoire d'homme. Moi, ça me faisait rêver. J'étais une jeune fille à l'époque. Claudie Aigneret, vous faisiez rêver. Ouais. C'est vrai qu'elle était très élégante, cette femme. Très, très élégante. Une astronaute élégante. Et c'est vrai que c'est une histoire d'homme depuis toujours. D'autres femmes ont bien sûr réussi à prendre le chemin des étoiles, mais la conquête spatiale reste néanmoins très inégale. C'est vrai que quand on parle d'espace et de cosmonautes, on pense forcément à Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Thomas Pesquet. Et pourtant, restées dans l'ombre, de nombreuses femmes ont permis des avancées spectaculaires. Elles ont établi des records. Elles ont travaillé souvent à la construction d'engins sur Terre, où elles ont aidé aussi à les tester dans l'espace. Il n'en reste pas moins que l'aérospatiale reste et demeure un monde très masculin. Seuls 10% des astronautes sont des femmes aujourd'hui. C'est quand même relativement peu. Et pourtant, le métier est ouvert aux hommes comme aux femmes. Mais de manière très pragmatique, le vivier de sélection des astronautes provient de filières de formation et de métiers dans lesquels les femmes sont encore largement sous-représentées. Longtemps des pilotes, c'est ce qui a fait que les femmes étaient longtemps écartées du métier. Mais globalement, on a les mathématiques, la physique, la chimie, l'astronomie, la biologie, l'ingénierie, la médecine. Et pour postuler, il faut avoir un doctorat dans l'une de ces sciences dites dures. Alors en France, par exemple, 45% des élèves des terminales scientifiques et techniques sont des filles. En licence, master et doctorat de sciences fondamentales, elles ne représentent plus que 25% des élèves, selon une étude de l'Institut GenderScan publiée en 2017. Alors logiquement, il se met en place un cercle vicieux assez classique qui génère beaucoup d'autocensure. Il y a peu de femmes astronautes. Les petites filles n'ont pas de modèle pour s'accrocher à ce rêve de carrière. Et finalement, elles n'embrassent pas la carrière d'astronaute. Hormis Claudie Aigneret, mais ça date un petit peu. Ça date, mais enfin, vous étiez petite et elle vous a fait rêver. Oui, mais je ne suis pas astronaute. Force est de constater que c'est un petit peu trop tard, je crois aussi. D'accord, non, c'est très clair là-dessus. Finalement, c'est quand même masculin, très stéréotypé, puis un peu l'imagerie des films. Mais même dans l'univers, c'est vrai que tout est adapté pour les hommes, puisqu'en fait, finalement, l'environnement rappelle que ce sont des hommes qui ont écrit cette histoire. Les équipements, infrastructures spatiaux ont été conçus, testés pour les hommes, considérés alors comme étant plus aptes, car plus forts physiquement, plus grands aussi, on pensait-on à l'époque, en tout cas, faciliterait les manipulations d'outils nécessaires pour réparer les équipements en apesanteur. Puis c'est vrai que dans la vie quotidienne, en apesanteur, jusqu'au poids de la tenue, la taille,
tout est calé sur la morphologie masculine finalement. Pour une femme, vivre dans l'espace peut s'avérer être un véritable défi. L'exemple criant, par exemple, reste la sortie dans l'espace entièrement féminine qui a été annulée en mars 2019 en raison d'un problème de taille. Et oui, il n'y avait à bord qu'une seule combinaison adaptée pour femmes alors qu'elles étaient 2. On aurait peut-être pu y penser avant. Oui, ça aurait été plus intelligent, effectivement. Pas bête. Alors, malgré toutes ces contraintes, quand même, la place des femmes semble progresser lentement, mais sûrement. En 2013, par exemple, la promotion d'astronautes recrutés par la NASA est paritaire. 4 femmes, 4 hommes. La jante féminine, qui représente désormais plus du tiers des astronautes actifs et actifs de l'agence américaine. En 2019, pour la première fois, donc mars, opération annulée. Elle a quand même été conduite au mois d'octobre. Pour la première fois, ce sont 2 femmes qui sortent de l'ISS pour effectuer des réparations et sans hommes. C'était la première fois qu'on avait une sortie 100% féminine. On a également le programme Artemis qui prévoit le retour d'humains sur la Lune en 2024 et qui mise sur la parité. Et puis, aussi, avec cette belle histoire, je trouve très touchante, à plein de films, la patience qui paye parfois, avec cette américaine Wally Funk, pilote émérite. Alors, elle avait participé dans les années 60 à un programme privé pour envoyer les premiers Américains dans l'espace, une mission qui malheureusement avait été abandonnée à l'époque par la NASA. À 82 ans, elle va pouvoir enfin réaliser son rêve. Elle s'envolera aux côtés de Jeff Bezos le 20 juillet prochain dans le cadre du premier vol de Blue Origin, la société spatiale du milliardaire. Elle deviendra la personne la plus âgée à voyager dans l'espace. 82 ans, c'est incroyable. Ouais, on a vu cette photo où il s'enlace avec Jeff Bezos. D'ailleurs, Branson par avant, vous avez vu. Il y a une bataille de dates. Ah bah bien sûr. Branson par avant, mais il faut aller. La bataille des milliardaires dans l'espace. La bataille des milliardaires. En tout cas, avec une femme, et cette femme est incroyable. Effectivement, elle a une sacrée énergie. Merci Fanny de nous avoir. Merci à vous. Fait prendre un peu de hauteur. On pense à Thomas Pesquet. Peut-être nous regarde-t-il. Peut-être qu'il regarde Bismart et Smart Job. Peut-être qu'il a le temps entre 2 réparations de panneaux solaires. Et la pause café, comment on la prend dans l'espace? Comment on prend le café? C'est pas si simple. Avec une paille. Avec une paille. Le café vole dans la capsule. Merci Fanny. On se retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. On fait une courte pause et on s'intéresse au foot. Bah oui, évidemment, parce que vous avez vu, on va arriver à la finale de la Coupe d'Europe. Angleterre-Italie, pour ne pas citer cette affiche incroyable. Et évidemment, on va s'intéresser, nous, au contrat de travail des joueurs de foot. Bah oui, c'est un métier. Il y a un contrat, on signe un contrat. C'est un CDD, évidemment. On va en parler dans quelques instants, parce qu'à l'origine, c'était un contrat à vie, le contrat des joueurs de foot. Contrat de saison, même, non? Contrat de saison, évidemment, un peu comme à la télé. Tiens, vous nous faites écho au contrat de saison, puis il y avait vraiment plein de clauses et plein de petites subtilités dans les contrats de travail. Un président de club, un avocat, pour peut-être nous raconter les coulisses de ces contrats de travail pas comme les autres. C'est notre débat juste après la pause. Le cercle RH, tiens, on fait focus sport aujourd'hui. Alors, on ne va pas faire de sport sur le plateau, on va parler des contrats de travail et je dirais de cet univers un peu particulier qui est le monde du sport professionnel, dans le football évidemment, avec la Ligue 1, la Ligue 2, parce qu'ensuite il y a des contrats un peu différents en fonction de l'endroit où on se situe dans la hiérarchie. On va en parler avec des experts. Alors ça va vous amuser parce que Pierre Ferracci est avec nous, président de Paris FC. Alors on va parler évidemment football, c'est votre passion. Je ne sais pas d'ailleurs comment vous organisez vos journées, parce qu'à côté, vous êtes président-directeur général du groupe Alpha, vous êtes dans le social, c'est le conseil. L'un nourrit l'autre, l'autre nourrit l'un. Comment ça se passe là? Parce que vous avez 2 belles entreprises. Oui, ça donne quelques idées. Je travaille beaucoup sur les questions d'emploi, de formation professionnelle dans le groupe Alpha. Donc ça donne quelques idées dans le football pour s'occuper justement des jeunes et puis de leur itinéraire professionnel et de la façon d'arriver sur le marché professionnel qui est un peu compliqué, avec quelques spécificités françaises dont on va parler, qui rendent les choses parfois plus compliquées qu'ailleurs et qui mériteraient d'être revues ou corrigées, notamment à la lumière de la crise que le football connaît aujourd'hui. Bien sûr. Qui va impacter durablement ces structures économiques et sociales. Alors on a essayé, je vous présente Jean-Christophe Guy. Bonjour Jean-Christophe, avocat spécialisé en droit du travail et droit du sport. Vous étiez venu il y a quelques semaines et on s'est dit mais c'est tellement important, sérieux ce sujet, et puis très grand public après tout, mais on ne voit que les joueurs courir.
mais derrière ces joueurs, il y a des avocats, il y a des agents, il y a des contrats qui sont signés, qui les lient à des clubs. Vous êtes au cabinet Ilexen, et puis on a essayé de contacter, malheureusement, on n'a pas réussi à les avoir, le syndicat des joueurs professionnels, parce qu'ils ont leur mot à dire dans toutes ces négos. D'abord, juste Pierre Ferracci, sur le volet contrat, Paris FC a des ambitions. Vous dites aujourd'hui, nous souhaitons, je souhaite, et vous allez y mettre les moyens, devenir le deuxième club de la capitale, puisqu'on l'évoquait en coulisses, toutes les grandes villes, toutes les grandes capitales, et pas forcément des capitales d'ailleurs, ont 1, 2, 3, 4 équipes et qui créent de l'émulation. Ça veut dire qu'il faut signer des contrats de travail avec des joueurs qu'il faut payer cher, de haut niveau, j'imagine, pour parler un peu foot. Oui, alors quand on est le Paris FC, qu'on n'a pas les moyens du grand club d'à côté, qui est contrôlé par un État tout-puissant, on joue la carte des jeunes et de la formation. Et jouer la carte des jeunes et de la formation, c'est regarder un peu quelles sont les spécificités des contrats qui peuvent accompagner la carrière d'un jeune. Alors il y a 2 spécificités en France qui distinguent des pays voisins, je parle sous le couvert de Maître Guy. Il y a tout jeune l'accord de non-sollicitation, ce qu'on appelle l'ANS, qui permet en gros de bloquer un jeune dès l'âge de 12-13 ans. Et de le bloquer pour lui faire ensuite un contrat d'aspirant et aller vers le contrat pro. Pour le garder dans le club le plus longtemps possible, pour l'amener au... Tout à fait. Sauf qu'il y a une autre spécificité qui joue contre la capacité de garder des jeunes, c'est que quand on fait signer un contrat pro à un jeune, chez nous le contrat est d'un maximum de 3 ans. Alors qu'il est plutôt de 5 ans et même de 6 ans dans des pays voisins. Moi je le dis clairement, en tant que citoyen et en tant que président du Paris FC, je préférais qu'un jour, alors ça part au départ d'une idée généreuse, l'ANS, c'est de protéger les clubs qui ont des jeunes joueurs. Bien sûr. Ça a été un peu détourné et aujourd'hui c'est les grands clubs qui viennent faire signer des ANS, parfois dans des clubs un peu moins huppés. Nous on a été victime de ça pendant des années, on est un peu mieux protégé aujourd'hui puisqu'on a un centre de formation qui est labellisé pro. Oui. Donc moi je préférais qu'on regarde et peut-être qu'on marginalise un petit peu les ANS, mais par contre qu'on étende la possibilité de signer un contrat professionnel pour 5 ans ou peut-être pour 6 ans. Alors, je comprends que l'UNFP, le syndicat des joueurs, qui a ouvert la porte, soit un petit peu... Mais c'est normal qu'elle soit un petit peu regardante. Il y a l'intérêt des clubs, il y a l'intérêt des joueurs. Bien sûr. Et je comprends que l'UNFP dise, pourquoi pas un contrat de 5 ans, mais à condition qu'on travaille sur l'itinéraire de joueur, sur son cursus, et que ça ne soit pas simplement un moyen de faire du trading exact. Et de vendre les joueurs le plus vite possible. Parce qu'on va en parler. C'est un vrai débat, et je pense qu'il faut le traiter de façon intelligente par un compromis social avec le syndicat des joueurs et avec les instances du football. On va en parler avec vous parce que Jean-Christophe Guy, la France est un exportateur. C'est très très moche parce qu'on a l'impression que ce sont des chevaux et les joueurs de foot sont des citoyens, des êtres humains. Mais en termes de business, de fait, la France, deuxième exportateur. Sa balance commerciale n'est pas très bonne sur le plan commercial, mais en tout cas sur le plan footballistique, on exporte des joueurs. C'est-à-dire qu'on on fabrique des champions, quoi. On fabrique des champions et on les vend. Enfin, on les vend. On cède la titularité des contrats moyennant indemnité à des clubs généralement européens, plus huppés. Alors, ça veut dire 2 choses. L'Angleterre, pour le citer, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, bon. Mais ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que la qualité des centres de formation français est bonne, et ça c'est reconnu partout dans le monde. Ça veut aussi dire que les clubs français n'ont pas les moyens de conserver leurs meilleurs joueurs. Exactement. Donc c'est un bilan contrasté. On peut être satisfait du premier constat, un peu moins du second. Mais excusez-moi de faire la métaphore, mais c'est comme si nos polytechniciens partaient tous chez Apple et Google. Excusez-moi, ça ressemblerait un peu à ça. Comment on fait pour protéger et permettre aux clubs qui s'investissent avec des entraîneurs, des équipes pédagogiques, de garder nos champions pour en faire finalement des vedettes des clubs français? Alors, il y a 2 sujets. Il y en a un qui est économique, et vous avez raison de mettre l'accent là-dessus. Il faudrait que le trading des joueurs pèse beaucoup moins dans les ressources des clubs que ce n'est le cas aujourd'hui. Ben oui. Le football français, il a 2 faiblesses. C'est le poids des droits audiovisuels, et quand il y a le fiasco de Mediapro, on voit que c'est en difficulté grave le football français. Et puis le poids du trading, parce qu'effectivement, il y a la qualité de la formation, mais en même temps, je veux dire, on ne peut pas passer son temps à équilibrer les comptes d'un club en cédant des petits jeunes comme ça qui partent en Allemagne et en Angleterre. Ça se fait aujourd'hui. Mais bien sûr. Le club équilibre. Donc, il faut retrouver un autre équilibre avec un autre modèle économique. Un autre modèle économique avec la billetterie, les hospitalités, le sponsoring qui pèse beaucoup plus chez nous, qu'aujourd'hui et qui pèse autant, par exemple, qu'en Allemagne, où il y a un modèle un peu plus vertueux. Juste tous les deux, parce que vous êtes des observateurs et des acteurs de cette chaîne économique. C'est vous qui les signez, les CDD spécifiques des joueurs? C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme un patron, parce que vous êtes à la fois chef d'entreprise et puis à la tête de votre club,
Vous avez fait un choix technique, géré au COMEX, en disant nous on voudrait ce joueur va être approché, une négo va s'engager, ce joueur un jour ou l'autre va dire oui, et à ce moment-là il est devant vous. Bien sûr. Avec son agent, j'imagine. Avec son agent en général, oui. En général. Pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que je voulais vous amener à dire. Et là, donc, vous êtes accompagné de votre conseil, j'imagine, ou seul? Oui, on est seul, on a des moyens techniques dans les clubs. Bon, après, les agents, pour être clair, il y en a très bons, il y en a très mauvais, comme dans toutes les professions. Bon, je rappelle souvent aux joueurs que quand on recrute dans le groupe Alpha, par exemple, on n'a pas toujours besoin que celui qui est recruté soit accompagné par un conseil ou par un agent. On est d'accord. Et le club... C'est spécifique, ça, ce métier. C'est un peu spécifique et parfois l'intermédiation coûte cher, surtout quand elle ne sert à rien. Et puis parfois elle sert, et je ne vais pas jeter l'opprobre moi sur les agents, il y en a qui sont des agents de qualité, qui viennent de professions d'ailleurs réglementées pour certains d'entre eux. C'est vrai, voilà. Et puis il y en a qui font un peu n'importe quoi. Un agent de qualité, c'est celui qui trouve l'équilibre entre l'intérêt du club et l'intérêt du joueur. Sur quoi? Sur la durée, sur le montant? Sur la durée, qui évite de faire bouger son joueur tous les ans pour prendre des commissions au passage. Donc voilà, et il y en a qui le font et de façon très intelligente. Donc oui, on signe des contrats, des CDD. Et, spécifique, c'est le mot, c'est ça Aujourd'hui, oui. C'est des CDD spécifiques. Tout à fait. Spécifiques, c'est des contrats professionnels. Et vous vous mettez d'accord sur la durée du contrat de travail? Parce que vous recrutez chez Alpha, parce que c'est la même chose, vous dites c'est CDD, Sauf que chez Alpha, je recrute la plupart du temps en CDI. Voilà. Il y a parfois des CDD, mais la majorité des recrutements sont en CDI. Mais dans les clubs, il y a une partie du personnel qui peut s'embaucher en CDI. La plupart du temps, ce sont des CDD. Jean-Christophe Guy, juste pour faire du droit du travail, puisqu'on en fait beaucoup sur ce plateau, il y a quand même l'expérience collaborateur dont les entreprises parlent beaucoup, et chez Alpha, j'imagine que c'est un sujet. L'expérience collaborateur, c'est dire aux footballeurs, écoutez, voilà, vous avez un très très beau vestiaire, la pelouse est formidable, vous aurez la voiture qui va bien. Tout ça, ça rentre en ligne de compte dans la négociation du joueur, comme un cadre supérieur qui dit il me faut un téléphone, il me faut l'école des enfants, il me faut... Évidemment. Ça négocie là-dessus. Oui, et puis il n'y a pas que la rémunération telle qu'on l'entend de manière spontanée, c'est-à-dire le salaire qui tombe tous les mois. Il y a aussi des primes qui peuvent être spécifiques. But, liées au comportement, liées à la performance. Il peut y avoir un certain nombre d'avantages en nature. La liberté contractuelle est très grande. Donc on peut tout imaginer sur S'agissant de la rémunération, on peut imaginer énormément de choses. C'est vrai que l'importance du cadre, du projet est forte. Bon, nous, depuis qu'on est à Orly, dans un lieu où on a beaucoup investi... C'est un très bel endroit. Oui, c'est un très bel endroit et c'est attractif. Auparavant, on avait des installations qui étaient plutôt un repoussoir pour les joueurs. Donc, ils tiennent compte de ça. Et effectivement, il y a des éléments de rémunération supplémentaires qui viennent se greffer au contrat. Il faut que tout ça fasse ce système. Et surtout, qu'on veille à préserver une cohérence pour l'ensemble de l'effectif. Alors, justement, Pierre, si vous avez des écarts sur le plan hiérarchique trop importants, ça peut arriver dans les très grands clubs. Ça met la zizanie, comme dans une entreprise où la hiérarchie n'est pas légitime, n'est pas assumée. Ça, c'est très intéressant. Encore une fois, cette passerelle avec l'entreprise, tiens, c'est vraiment intéressant. Il faut réussir à avoir des individualités qui se marient au collectif. Et ça, c'est votre boulot, Pierre Ferracci, j'imagine que, et votre boulot avec les entraîneurs, avec ceux qui connaissent le marché, c'est l'alchimie de talents, mais qui se marie avec le groupe. Ça, c'est compliqué à faire. Oui, et ça passe par une hiérarchie des rémunérations qui est raisonnable. Et c'est pas facile, parce que chaque joueur arrive avec son passé, son expérience, sa demande, ses agents, et c'est pas facile de rester dans un cas. Nous, on y arrive aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. C'est bouclé, là, vous êtes au clair dans votre équipe, là? Oui, on a encore 3-4 recrutements à faire. Il y a encore un peu de délai, là. Oui, il y a encore un peu de délai jusqu'à la fin août. Vous savez, le marché aujourd'hui est très compliqué, ce qui fait que les choses vont se décanter avec un peu de retard par rapport aux saisons précédentes, mais on a un effectif qui commence à être quasiment au complet. Vous savez qu'il vous manque 4 joueurs, là, sur des postes? Oui, encore 4 joueurs, dont 2 sont bien avancés déjà, et puis il y a 2 autres, on va se donner un peu plus de temps pour les trouver. Quand vous dites bien avancés, ça veut dire que vous êtes... Là, les premiers cafés, les premiers déjeuners ont eu lieu avec les agents. Vous avez déjà vu les joueurs. Vous avez, quand même, c'est comme un recrutement de haut niveau pour un cadre dirigeant. Vous êtes d'accord? Il faut quand même... Avec de la concurrence en plus, avec d'autres clubs qui féroce, donc avec des délais contraints. Voilà, ça c'est une spécificité quand même. On ne recrute pas n'importe quand dans un club. On a ces périodes qu'on appelle mercato, deux périodes dans l'année. Périodes officielles de transfert, en dehors desquelles, sauf exception vraiment, on ne procède pas à des recrutements. Alors, je le précise, vous n'êtes pas agent de joueur, et vous l'avez bien dit la fois dernière, c'est important de le préciser. Vous intervenez à quel moment, vous, dans la chaîne, en tant qu'avocat spécialiste de ces questions? Parce qu'il y a les agents qui vont essayer de trouver le bon arrangement pour le joueur et pour eux. Vous faites quoi? C'est quoi l'ingénierie de l'avocat spécialisé? Un contrat, dans tous les domaines, c'est une rencontre de volonté.
C'est ça un contrat. D'ailleurs, un certain nombre de contrats ne nécessitent pas d'écrit. Ici, évidemment, puisqu'on est dans le CDD. Plus que jamais. Plus que jamais, mais c'est une condition légale. Un CDD ne se conclut que par écrit. La mission de l'avocat, c'est de mettre en musique un accord, parce que se dire quelque chose, se mettre d'accord sur quelque chose et le formaliser de manière claire et sécurisante pour chacune des parties, eh bien, ce sont deux choses différentes. Le diable peut se cacher dans les détails et essentiellement le travail de l'avocat ici est de boucler un accord qui évidemment sécurise son client, mais à la fin des fins, un bon accord, c'est un accord qui est bon pour tout le monde. Donc Vos voilà, clients sont des le clubs, travail est là. par exemple, ça peut être des clubs, Ça peut être des clubs, ça peut être des joueurs. ça peut être aussi des joueurs, Bien sûr. qui en plus de l'agent viennent sécuriser le contrat. Oui, c'est possible. L'agent n'est pas indispensable non plus. Enfin, tous les joueurs, presque tous les joueurs ont des agents. Pas tous. La plupart. Ouais, la plupart. La plupart ont. Pierre Ferracci, il faut quand même que ça matche. C'est-à-dire, vous avez un talentueux, mais on sait qu'il est jamais à l'heure aux entraînements. Ça se sait. Mais comme dans l'entreprise. Non, mais comme dans classique, l'entreprise, le parallèle est intéressant. Non, mais je me permets de le dire. Aujourd'hui, depuis un mois, les patrons qui viennent sur ce plateau nous disent nous, on est à la recherche de talent. Le talent. On cherche des talents. Et pas plus tard qu'hier, un chroniqueur nous disait attendez, il y a talent et compétences. Parfois, on veut recruter un talent, puis en fait, on recrute que des compétences. Vous êtes exactement dans cette problématique. Ah non, mais il y a l'aspect juridique. Hein. On a un juriste, Après, on a un cabinet d'avocats sur lequel on s'appuie quand il y a quelques difficultés, ça peut arriver. Mais après, il y a une cellule de recrutement et puis il y a un choix définitif qui est fait par l'entraîneur, par le directeur sportif et par moi, en l'occurrence. Ah oui, vous En tranchez. général, je tranche. Moi, je regarde, je laisse les techniciens s'occuper de la partie sportive. Hein. C'est leur cadre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement la personnalité du joueur Ah ouais. et sa capacité à respecter les règles de vie collective. Et elles ne sont pas les mêmes d'un club à un autre, chaque club a sa culture, et ça c'est très important. Quelqu'un qui déraille, il peut mettre en danger le collectif, il se met en danger lui-même parce que ça ne matchera pas avec l'entraîneur, donc c'est très très important. La compétence d'un joueur, c'est bien sûr sa capacité à manier un ballon et à être super sur le Bien plan plus. technique ou sur le plan physique, mais c'est aussi une personnalité et quelqu'un capable de se fondre dans le collectif. Et qui représente. Regardez la dans marque. l'Euro, hein, les équipes qui vont se retrouver en finale Ce sont les des collectifs équipes qui qui marchent. sont qui ont un collectif très fort, et dans les clubs c'est la même chose. Oui. Et c'est pas toujours facile, et je le dis dans le Paris FC ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des moments où le club était, où l'équipe était un peu moins cohérente. À cause d'individualité, parfois ça peut être à cause d'un coach qui tient mal ses équipes. Ça, c'est Il y a un vrai. problème de management aussi au quotidien. J'allais y venir. Bien sûr, mais c'est un enjeu essentiel. C'est un enjeu essentiel. C'est La intéressant. qualité technique ne suffit pas. Entreprise, club de foot, la relation au management, la relation au C'est collectif. Mais pour un consultant, vous savez, c'est pareil. Hein. Bien sûr. Il faut qu'il ait des qualités techniques et puis après, il faut qu'il se fonde dans un collectif. C'est jamais un travail individuel et donc il faut qu'il accepte aussi les contraintes ou les avantages d'ailleurs du travail d'équipe. Est-ce que le marché du football, parce que Pierre Ferracci a mis les pieds dans le plat au début, il dit il faut quand même revoir un certain nombre de choses. La crise Covid n'a rien arrangé puisque la billetterie est à zéro. Les clubs sont en difficulté. Je ne sais pas comment. Mais la crise Mediapro pèse plus que la crise Pour Covid, vous, c'est pour plus être grave clair. que- Bien sûr. Mais Alors, l'accord signé ça avec se Canal cumule. et Amazon, Ça se cumule. qui ne récupère Il y a un pas recul le. quand même. Il y a un recul. Hein. Il y a un oui. recul énorme. Recul Il y a- considérable. Donc ça veut dire qu'il y a un manque à gagner pour les clubs. Énorme. Donc ça veut dire, pour aller très très loin, que dans les recrutements, on n'aura pas les talents dont on rêve. Ben, en tout cas, les excusez-moi d'être masses salariales des clubs, parce que le recul est double. Il y a un recul par rapport à ce qui était envisagé avec Mediapro. Oui. Là, le recul est fracassant. C'est même pas 50% de ce qui était Non, envisagé avec exactement. Mediapro. Et c'est même un recul par rapport aux 4 années précédentes avec Canal et beIN. Donc on était auparavant à un peu plus de 700 millions. On est autour de 650 600, millions. c'est ça, ouais. Voilà. Bon, donc, sauf que les clubs ont fait leur budget sur l'objectif Mediapro. Ben oui. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que en Ligue 1 comme en Ligue 2, il faut serrer les écrous et ça va être très compliqué parce que tout ça va durer 3 ans de plus. C'est pas simplement le problème de l'année précédente, de l'année qui vient de s'écouler. Vous voyez, je fais une passerelle encore avec foot, monde de l'entreprise, et en particulier les entreprises du CAC 40. Il y a eu des débats, pas cette année d'ailleurs, mais sur les salaires exorbitants des patrons du CAC 40. Le mérite-t-il le parachute doré, puisqu'il y a quand même la fameuse clause dont on avait parlé, qui est à côté du contrat, qui permet aussi aux joueurs de pouvoir partir et de rompre plus tôt son contrat. Éclairez-nous sur cette clause, Alors, pour le qui est coup- interdite en France, que la FIFA Alors, accepte. qui est officiellement interdit par Mais les qui est règles pratiqué. de la LFP, mais qui est notoirement pratiqué, les clauses libératoires. Libératoire, oui. Pour le coup, c'est quelque chose dont les clubs profitent assez largement. C'est ce que disait tout à l'heure M. Ferracci. Quand on cède un joueur, c'est cela qu'on récupère. C'est le montant éventuellement prévu au titre de la clause libératoire, c'est-à-dire la clause qui permet la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée.
Donc là, c'est plutôt une ressource pour le club. Ça permet de rompre plutôt. Enfin, une ressource à court terme. À court terme. À court terme, c'est une ressource. Après, si ça fait chuter les résultats sportifs, ça peut être tout à fait problématique. La clause libératoire, on libère le joueur, il n'est pas loué au club pour qu'il revienne. La clause libératoire, le joueur part au Barça. Stricto sensu. Il change de club. Transfert, et il re-signe un nouveau contrat. Parce qu'il y avait aussi des prêts de joueurs. Oui, il peut être reprêté. Ce qui se passe d'ailleurs dans les clubs français, c'est que comme le trading pèse lourd et trop lourd, et c'est là qu'il faut changer le modèle et puis faire en sorte que demain il pèse un peu moins lourd, parce qu'on le disait au début de ce propos, la France est vendeuse quelque part parce qu'elle a des talents, mais qu'elle ne peut pas garder. Il ne faut pas que ça soit le modèle économique de base, que de céder des jeunes pousses. Il vaut mieux les garder, les utiliser. Mais effectivement, dans certains cas, les clubs, pour avoir des ressources, cèdent le joueur et touchent une indemnité parfois relativement importante, et puis se font prêter à nouveau le joueur. Donc ils ne peuvent pas le garder, j'allais dire, sous contrat. Mais ils peuvent l'avoir en location. Mais ils peuvent l'avoir en location, en prêt. C'est des mots qui sont un petit peu gênants quand on parle d'hommes et de personnes. Mais malheureusement, c'est un petit peu la logique du football aujourd'hui. Et il faut éviter peut-être qu'elle ne prenne une importance démesurée. Et c'est là où la polémique peut arriver pour ceux qui sont les aficionados de ce sport que j'aime par ailleurs. C'est anti-sportif à certains égards. En termes de qualité d'équipe, quand vous avez un joueur qui part, qui revient, qu'il faut réintégrer au groupe, qu'il faut remettre en selle, enfin, vous êtes président d'un club. Donc ces logiques financières, elles sont parfois très contradictoires avec la logique entrepreneuriale, vous êtes d'accord ? Disons que l'argent a pris dans le football comme dans le reste de la société parfois un peu trop d'importance, et malheureusement parfois les jeunes joueurs, au lieu de penser à construire une carrière et penser à s'amuser dans un premier temps, les euros, les millions, les salaires un peu démentiels tournent dans leur tête, et parfois un peu trop. Et brisent leur carrière. Je pense que la crise va au moins avoir le mérite, de façon malheureusement un peu trop radicale et un peu trop brutale, de ramener tout le monde sur terre. Vrai pour tous les autres clubs européens ? Je crois que la crise, tout le monde revoit la baisse. La crise est générale aujourd'hui. Les droits de télé baissent partout moins qu'en France, parce que nous on a eu en plus ce scandale Mediapro, dont il faudra un jour tirer tous les enseignements. Mais il y a une crise générale aujourd'hui. Elle est plus marquée en France, à la fois parce que Mediapro est passé par là, et parce que, comme on l'a dit, la France cède des joueurs à l'étranger. Le fait qu'il y ait une crise générale, ça pèse plus pour celui qui cède que pour celui qui achète. Celui qui achète, il va moins acheter, et celui qui vend, avec des ressources qui pèsent lourd dans son budget, il va être un peu plus en difficulté. C'est le problème du football français aujourd'hui. D'ailleurs, on serre les boulons avant de nous quitter. On a beaucoup parlé des joueurs et de ce marché, de ces clauses libératoires, de ces enjeux de marché finalement, qui est un véritable marché, mais aussi les salariés des clubs. Qui sont eux, pour le coup, des salariés de droit commun. Souvent, c'est des entretien, espace vert, entraîneur, comptabilité, technique. Staff technique. Là aussi, on serre les boulons, là, ça va serrer. C'est pas non plus, dans les grands clubs, c'est pas non plus là que les charges sont les plus écrasantes. C'est vrai. C'est les joueurs. C'est quand même les joueurs. Ce qui est assez logique, puisque d'une certaine manière, ce sont eux, je vais encore employer des mots curieux, mais les producteurs du spectacle sportif. Qui ramènent les autres sont un peu, si je peux dire, faire ce parallèle, des fonctions support. Donc c'est toujours comme ça. C'est toujours celui qui tire un peu l'activité. Il y aura sûrement un allègement des fonctions support aussi. Vous savez, moi je pense qu'aujourd'hui, en Ligue 1 et en Ligue 2, dans les 3 ans qui viennent, les budgets des clubs vont baisser de l'ordre de 30%. C'est colossal. Alors pour certains, ça peut être 10, pour d'autres, ça peut être 50 ou 60, et pour certains, ça peut être pire encore. Regardez la situation de quelques clubs historiques, y compris en Ligue 1 aujourd'hui, ils ne sont pas encore sortis de l'auberge. Votre affaire est réglée avec Angers, Paris FC, oui, mais parce que vous avez piqué un coup de gueule, parce qu'on revient au foot là, on revient au droit d'ailleurs. Ils vous ont dit mais il ne fallait pas prêter ce joueur, c'est quoi ces histoires ? Non, mais c'est peut-être une affaire d'agent. D'ailleurs, on a recruté un jeune joueur venant d'un club espagnol, et puis il se trouve que l'agent de ce joueur est aussi l'agent d'un très bon joueur d'Angers. Il a prolongé le contrat du joueur d'Angers, et il en a profité pour faire passer le jeune joueur qui était chez nous en Ligue 1. Alors vous vouliez le garder d'ailleurs. Non, on voulait le garder. On y était strictement pour rien. Et en tout cas, on n'a pas servi d'intermédiaire dans cette opération, ce qui serait totalement stupide. Mais c'est aussi stupide pour Angers, parce que ça leur a coûté plus cher le fait qu'il passe chez nous que de payer les indemnités de formation au club espagnol. Exact. Donc c'est une histoire un petit peu de fou. Il y a beaucoup de droits, il y a beaucoup de... faut travailler la comptabilité quand même quand on est dans un patron d'un club de foot. Oui, et puis il faut se méfier des coups bas et de la volonté de certains d'aller chercher avec des moyens illégitimes de l'argent un petit peu partout. Je pense que ceux qui ont voulu se faire un petit peu d'argent sur le dos de ce jeune joueur ou sur le dos du Paris FC auront des comptes à rendre le moment venu. On voit à peu près d'où est venu le coup. Ouais, c'est ça. Il est où le joueur maintenant là ?
Il est à Angers, Angers. il est à Angers. Je ne sais pas quel est son statut, mais il est à Angers. Avant de nous quitter 10 secondes, les objectifs du Paris FC là, pour cette saison qui reprend? Bah écoutez, ça fait 2 fois en 3 ans qu'on joue les play-offs pour monter en Ligue 1. Ouais. On va essayer de sortir des play-offs ou peut-être d'accrocher une des 2 premières places. Mais je dis toujours que la Ligue 1, ça ne se programme pas, ça se travaille. Ouais. Et parfois ça vient un peu plus vite, parfois ça va un peu plus tard. Vous savez, il y a 10 clubs de Ligue 2 qui vont jouer la montée cette année. Donc avec des moyens C'est importants ouvert. Et il y également. a certains clubs, Jean-Christophe Guy, qui disent moi surtout que j'aille pas en Ligue 1. Non mais vraiment, Ce qui peut moi être je l'ai très entendu. compliqué, c'est de Surtout pas redescendre. la Ligue 1. Ce qui est compliqué, c'est C'est de de descendre, redescendre. mais- Voilà. Donc parfois, on monte avec tremblement parce qu'il faut Exact. s'y maintenir. Et comme après. la Ligue 1 va passer à 18, il y aura dans 2 ans 4 descentes. Et je peux vous dire que ça fera Ça va être peur à des violent, clubs ça. de Ligue 1. Et vous avez raison, la descente peut être C'est ça qui est assassine. terrible. Sur le plan économique notamment, et puis évidemment ça dérégule aussi, enfin ça bouleverse Ça le marché. déséquilibre tout. Merci messieurs, c'était un plaisir. Moi, longue vie au Paris FC, qui est un très bel endroit. Il faut aller voir le centre de formation d'Orly, c'est vraiment très beau. tout à fait. Pierre Ferracchi sera là ou pas d'ailleurs, hein, c'est pas sûr qu'il soit là à vous ouvrir la Vous porte. serez bien reçu quand même. Président du Paris FC, président directeur général du groupe Alpha. On a fait cette navette entre le monde du travail traditionnel et l'univers du sport qui est un peu particulier, mais il y a des liens. Jean-Christophe Guy, merci de nous avoir éclairés. Avec grand plaisir. Avocat spécialisé en droit du travail et droit du sport au cabinet Ilexen. C'est bientôt terminé, fenêtre sur l'emploi, on parle de l'alternance. Tiens, ça peut concerner les footballeurs aussi, des alternants. 1 semaine à l'école, 3 semaines sur les stades de foot. L'alternance, ça cartonne et c'est aussi un tremplin pour l'emploi. On en parle avec le fondateur de Wisby. Fenêtre sur l'emploi avec mon invité. Alors, c'est un habitué de l'émission parce que vous êtes le patron de Wisby. Je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et on parle ensemble d'un sujet dont on a déjà parlé ensemble, mais qui est l'idée quand même, après presque une année où le gouvernement a mis le paquet, parce que Wisby, il faut quand même rappeler que vous êtes la plateforme qui ossature en fait un jeune, une solution. C'est ça, faut on quand est même- l'opérateur Vous de êtes la l'opérateur plateforme. technique. Ouais. Pourquoi vous avez souhaité venir nous parler aujourd'hui de cette importance de l'alternance comme étant un tremplin pour l'emploi? Bon, parce que voilà, déjà, c'est vrai que je pense qu'il faut rappeler ô combien pourquoi c'est important l'alternance, l'apprentissage pour les jeunes. Parce que c'est à la fois une superbe opportunité pour se former, c'est aussi quelque chose de très important parce que ça participe à une meilleure employabilité. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 70% des jeunes qui sortent de l'alternance, qui trouvent un emploi à l'issue de l'alternance. Et c'est aussi quand même un très bon moyen pour avoir une indépendance financière. Et on sait que notamment pendant la crise du Covid, les jeunes ont été extrêmement touchés par la précarité étudiante. Donc voilà, c'était une bonne occasion pour venir échanger. Ce qui est vraiment important, parce que là, on a une visibilité. Qu'est-ce que ça donne là, vous êtes venu en parler dans un débat l'autre jour, Benjamin, mais les résultats sont bons en matière d'alternance, c'est-à-dire qu'il y a eu un effort du gouvernement, et puis les entreprises ont joué le jeu. Ah oui, énormément. Mais en fait, il y a eu une hausse record cette année. C'est plus de 40% d'augmentation par rapport à l'année dernière. C'est quasiment 500 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés. Donc oui, on peut parler d'un vrai boom sur le marché de l'apprentissage. L'intérêt de l'alternant, quand il rentre dans une entreprise, en général, c'est un piou-piou. Il découvre l'entreprise, il est tout jeune, il s'acclimate, donc ça lui donne le temps déjà de s'immerger dans le collectif. On parlait de football et c'est un peu ça aussi. Et puis aussi à l'employeur de se dire, lui il tient la route, on va le garder. Oui, bien sûr, c'est quelque chose de gagnant-gagnant pour les deux parties. Parce que voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que pour les jeunes, c'est vraiment un très bon moyen de se former, c'est une meilleure employabilité à la sortie, mais aussi pour l'employeur, c'est quand même un formidable outil de recrutement. Il y a quand même quelques chiffres intéressants. Vous les avez par rapport aux data que vous gérez, évidemment, parce que vous avez un gros travail de data, de flux sur votre plateforme. Il y a quand même des contrastes entre des régions. Je pense la région Centre-Val de Loire, qui est une région à laquelle je suis 2%. très attaché, 3%. Au même moment, la région, Île-de-France, concentre 30% des offres, et Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 13%. Enfin, comment vous expliquez ces disparités? C'est parce qu'il y a des régions qui ont moins joué le jeu que d'autres? Non, je pense pas que comment ça s'explique? Je pense pas que ce soit des régions qui ont moins joué le jeu que d'autres, mais en fait c'est vrai que parmi cette hausse un peu record du contrat d'apprentissage, on a mis en évidence plusieurs typologies d'inégalités. La première, c'est vrai qu'il y a une disparité entre l'Île-de-France, 30% des offres, et vraiment des plus petites régions sur lesquelles il y a un peu des difficultés à avoir une volumétrie d'offres dans ces régions-là. Bon, c'est aussi lié à la taille des territoires, qui est pas la même, mais pas seulement. On a vu aussi une autre typologie d'inégalité qui, je trouve, est particulièrement marquante et intéressante, c'est la différence entre les PME aujourd'hui et les grandes entreprises. Il y a 16% des PME
qui font appel à l'alternance quand il y a plus de 60% des entreprises qui font appel à l'alternance. La PME, vous avez dû l'entendre, parce que forcément, c'est ce qui remonte, c'est j'ai pas le temps de m'en occuper. Mais en fait, il y a C'est ça. un vrai argument ou pas Il y a ça. Il y a aussi, je pense, la méconnaissance en fait de l'alternance et de l'apprentissage, alors que les aides de l'État qui ont été sorties sont plutôt favorables justement aux PME, parce que pour les moins de 250 salariés, ils ont la possibilité d'avoir une aide à taux plein sans condition, alors que pour les entreprises de plus de 250 salariés, il faut qu'il y ait des seuils minimaux à respecter du nombre d'alternants pour toucher les aides de l'État qui ont été mises en place. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être encore un effort supplémentaire, même si l'effort, il faut le dire, a été fait. On est vraiment dans un changement de modèle par rapport à il y a 10 ans. Je faisais déjà des émissions sur ce sujet où l'alternance, c'était l'enfant pauvre. On était quand même dans des structures, des écoles techniques et professionnelles. Là, on est en train vraiment de basculer par le biais de CFA, par le biais de formation aux entreprises. Il y a peut-être encore un effort à faire pour accompagner les PME. Oui, je suis 100% d'accord. Je pense qu'il y a d'ailleurs même de manière un peu plus large, des efforts à faire encore à plusieurs niveaux. Sur les PME, c'est très important de poursuivre l'effort de démocratisation un peu de la voie de l'alternance, de continuer à promouvoir l'alternance dans ces filières, et peut-être aussi de simplification de la démarche administrative pour avoir recours aux aides de l'État dans les PME, parce que le temps est très important. Il faut quand même le préciser, Benjamin Ducossou, il y a dans Parcoursup, alors qui à l'époque, souvenez-vous, c'était il n'y a pas longtemps, avait été très contesté, ça ne marche pas. Finalement, ça marche plutôt pas mal, ça marche très bien. Il y a les propositions, mais là j'ai lu, et ça va vous faire plaisir, qu'il y a aussi les alternances possibles. 3 nouveaux vœux. 3 nouveaux vœux. Qui n'y étaient pas avant. Et ouais, donc et 3 cases sur l'alternance. C'est ça, et c'est aussi une des raisons qui fait qu'aujourd'hui l'alternance ça fonctionne. C'est pas que les aides de l'État qui ont vraiment participé grandement à faire en sorte que les entreprises ont eu un recours massif à l'apprentissage cette année, mais il y a aussi ces vœux dans Parcoursup qui se sont ouverts. 3 plus 10 classiques, 13 vœux. Donc vous êtes satisfait, vous, à titre personnel, parce que WISBY, j'imagine, quand on vous a confié cette mission, ce marché, vous vous êtes dit c'est un énorme défi. Pour vous, au-delà des résultats et de cette étude ISCODE, vous dites nous on a réussi notre pari. Vous savez, nous. Parce que vous avez dû embaucher forcément pour. Nous, on n'est qu'un outil, on est quelque part qu'un outil. Dans l'ombre, vous. Qu'un outil pour pouvoir aider les jeunes. On le fait tous les jours sur nos services WISBY, parce que WISBY accompagne les jeunes depuis maintenant 10 ans. C'était votre histoire, ça. C'est déjà notre histoire, ça fait partie de notre quotidien. On sait aujourd'hui que les offres, par exemple, d'alternance, c'est 2 fois le volume que c'était l'année dernière. On est très content de pouvoir contribuer modestement à ça, avec un Jeune Solution ou avec WISBY. Juste avant de nous quitter, vous avez forcément un regard sur ce changement de modèle que j'évoquais. Il y a eu quand même des crispations, des inerties quand même, pour réussir à basculer vers ce modèle. Ça y est, on a vraiment basculé ou il y a encore un petit peu d'inertie? Sur le modèle d'éducatif, parce qu'il y avait des batailles éducatives. On le voit, on voit encore sur l'éducatif. Je pense qu'il y a un gros débat en plus là qui est en train de s'ouvrir avec le bac, dans lequel les résultats viennent de tomber. Ils ont été excellents et on se pose la question déjà de est-ce que ça va être un bac qui va être un bac sacrifié au rabais. On peut faire le parallèle avec 68. C'était la même chose. Ils avaient fait le bac à l'oral et pour autant ça n'a pas sacrifié une génération qui a pu profiter du marché professionnel comme les autres. La fameuse génération 68, donc, qui a fait couler pas mal d'encre et écrit pas mal de livres aussi. Exactement. Merci Benjamin Ducossot, puisque j'ai mal prononcé, Ducossot, le CEO et cofondateur de WISBY. Alors WISBY, la marque, n'apparaît pas sur la plateforme, mais c'est vous qui pilotez cette plateforme Un jeune, une solution, avec des millions de connexions et des centaines de milliers de jeunes et qui ont trouvé alternance à leurs pieds. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci Arnaud. Vous revenez quand vous voulez, j'imagine, à la rentrée, parce qu'évidemment les vacances approchent à grands pas. L'actualité va être chargée à la rentrée en plus. Chargée. Et bien vous viendrez nous en parler sur le plateau de Smart Job. L'émission évidemment sera là à la rentrée. Merci à Fanny Griesmer, bien entendu. Merci à notre réalisateur Mani. Merci à Alex pour le son. Merci Pauline Gratel et merci Emma pour l'accueil invité. C'était un vrai plaisir d'être là. Je serai là demain pour le débat d'actualité. Il y a beaucoup de choses évidemment. Réforme des retraites entre autres. Et puis ce variant Delta qui inquiète évidemment les entreprises. Cela va sans dire. Bye bye, à demain.